Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette présentation donc, de Virtualia version 5. Nous avons souhaité vous proposer cette démonstration, cette présentation de l'outil Virtualia pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent que l'ancienne version de Virtualia. Pour histoire, nous avons fait la refonte de l'outil depuis 2023, donc pour passer sur une nouvelle plateforme qu'on va vous présenter donc aujourd'hui. Comme vous le savez, donc Segap a fait l'acquisition en octobre 2025 de la solution Virtualia par le biais de l'acquisition de la structure Acharta Software. Donc, notre équipe est là pour vous présenter aujourd'hui cet outil. Je vais commencer par me présenter moi-même. Donc, Maxime Régnier, je suis directeur chez Segap, donc responsable des activités Jeff et Virtualia. Et je vais laisser se présenter mes collègues. Je suis Séverine Sacristin, je suis consultante SIRH, donc plutôt consultante fonctionnelle. Voilà. Et bonjour, je suis Anne Terrado, tout pareil que Séverine, je suis consultante SIRH. Élise Favo, également consultante SIRH sur Virtualia. Pour rapidement, donc Segap, quand même, vous connaissez Segap. Certains d'entre vous connaissent surtout sur la partie ARE, donc il faut savoir que Segap est aussi éditeur de logiciels sur la partie SIRH, donc des systèmes d'information pour gérer les ressources humaines, avec une vocation toujours à travailler avec la fonction publique. Les trois versants de la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Il y avait une offre qui existait qui s'appelait WinPay plus RH, qui pouvait être complétée par l'offre CoachShare, donc pour la gestion des congés. Et depuis donc, octobre, il y a eu l'acquisition de deux nouveaux produits qui s'appellent Virtualia Jeff, qui ont plutôt vocation à être proposés soit à la fonction publique d'État pour Virtualia, soit à la fonction publique territoriale pour Jeff, et qui ont leur spécificité pour répondre aux besoins spécifiques de la fonction publique d'État, notamment sur la préliquidation de la paye à façon des GIP. Sur cette activité, on a toujours les trois pôles de travail d'activité. Donc, en tant qu'éditeur, on peut proposer l'hébergement de la solution. On a certains clients qui ont l'application installée en local chez eux, donc on appelle on-premise, ou on propose aussi la solution en mode SaaS, c'est-à-dire une location de SIRH. On va bien entendu être intégrateur de notre propre solution, donc on va faire toutes les phases du projet, de l'installation technique à la mise en production pour accompagner le déploiement de l'outil. Aujourd'hui, on a 75 clients qui utilisent l'ancienne version de Virtualia, une quinzaine qui sont en cours de production ou déjà en production donc, sur la nouvelle version de Virtualia, avec des migrations V3, V4 vers V5 ou des nouveaux contrats également, et une quarantaine de clients qui sont sur la marque Jeff, donc la même base technique que Virtualia V5, mais plutôt orienté fonction publique territoriale, avec d'autres spécificités, notamment en termes de gestion des formations. Et voilà, bien entendu, en tant qu'éditeur, on va assurer derrière aussi tout le support, donc le support à la fois technique pour les livraisons des nouvelles versions, le support fonctionnel pour répondre aux besoins de comment fonctionne l'outil, et toute la partie évolution, que ce soit du réglementaire ou des évolutions de fonctionnalités, puisqu'on est sur un outil qui a régulièrement des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent ou des fonctionnalités qui sont modifiées pour s'adapter aux différents besoins de nos clients. Pourquoi l'outil Virtualia V5 a été mis en place? On a travaillé sur Virtualia V3 V4 sur l'ancienne application client serveur. Donc, la vocation était en 2022-2023, déjà avant avec une version de 2014 mais, sur une autre base technique. L'objectif était de pouvoir passer toutes les fonctionnalités en mode web plutôt que d'avoir une version client serveur. Pour cela, on a fait le choix de se rebaser sur une architecture technique qui existait déjà et qui était donc celle de Jeff depuis 2006, qui avait été créée pour la fonction publique territoriale et qui avait des capacités d'adaptation assez fortes, donc un outil assez souple. Ça nous a permis au sein de l'équipe Virtualia Jeff de mutualiser les équipes, d'avoir une équipe de développement unique, d'avoir une équipe fonctionnelle unique avec des consultants et des consultantes fonctionnelles aujourd'hui qui sont capables de travailler à la fois sur de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale, même s'il y a toujours quelques affinités avec certains modules notamment. On avait lancé le projet donc, de migration en 2023 avec un partenaire métier qui était là. Et puis, on a Si vas-y, continue. D'accord. On a une quinzaine de clients qui sont soit en production, soit en cours de mise en production. L'outil Virtualia il propose un certain nombre de modules. On a représenté ici. Alors, il y en a certains qui sont encore en cours de développement, notamment le module de pilotage. Je ne vais pas tous vous les citer ici, puisqu'on va vous en présenter la plupart, et je préfère qu'on passe un peu plus de temps sur la présentation. Voilà, après, ce support-là pourra vous être communiqué également, si vous le souhaitez. C'est pareil sur la partie fonctionnalité, je pense qu'on rentrera plus en détail dans la présentation.
Et pour les références, donc sur la partie Jeff, socle technique, la quarantaine de clients qui est principalement sur la fonction publique territoriale, donc comme je vous le disais, avec une grande majorité de services départementaux d'incendie et de secours, mais aussi une communauté d'agglomération. Et sur la partie Virtualia, voilà. Et on a des références plutôt fonction publique d'État, avec des établissements publics d'État qui vont, pour la plupart, faire de la paye à façon DGFiP avec le module de paye DGFiP de Virtualia. Pour le projet d'accompagnement, voilà, toutes les phases d'un projet hein, qu'on va proposer lorsqu'on va mettre en place Virtualia sur un ou l'autre module. J'ai peut-être pas été assez long sur ce sujet-là. Les modules peuvent être indépendants les uns des autres. Donc, on a certains clients qui vont utiliser que le module formation, par exemple, et auquel cas, on va s'interfacer avec un outil tiers pour recevoir les données de carrière et les données naturelles des agents. Donc, dans le cadre du projet, on va aussi voir ces éléments au-delà des paramétrages, les éventuelles interfaces qu'on pourrait avoir à mettre en œuvre avec les autres outils et tout ce qui pourrait être des développements spécifiques ou juste traités par des paramétrages. Je n'entre pas plus dans le détail, de toute façon, ça vous le recevrez aussi. Et je vais te laisser passer, Séverine, à la présentation de l'outil. Donc moi, je vais vous présenter le module gestion administrative et le module paye. Donc déjà, quand on arrive sur l'outil, on a une première page de connexion avec un identifiant et un mot de passe, sachant que la connexion LDAP est possible. Donc quand je me connecte, je vais arriver sur une page de présentation sur laquelle je peux paramétrer un message d'accueil. Ici, en haut à droite, je vais avoir un certain nombre de profils que je peux paramétrer. Donc, vous voyez, j'ai un profil agent, j'ai un profil directrice RH, j'ai un profil administrateur. Et selon le profil que je vais avoir, mon affichage ne sera pas le même. Donc là, je vais utiliser mon profil administrateur client pour les besoins de la démonstration. Et donc, quand j'arrive ici, en haut, j'ai tous mes modules directement accessibles ici dans l'outil. Donc, la partie libre service, c'est ma partie virtualia.net, moi, en tant qu'agent, quand j'ai besoin de poser mes congés. Moi, les modules que je vais vous présenter, c'est le module gestion administrative et paye DGFiP. Donc, quand je rentre dans mon module gestion administrative, effectivement, j'arrive sur une première page qui est un petit peu copieuse, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre des droits et des paramétrages que vous avez. Par exemple, si je prends mon rôle de gestionnaire carrière paye et GTA, quand j'arrive sur le module GRH, vous voyez, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités. Parce que bien sûr, en tant qu'administrateur, je vais avoir besoin de faire plus de choses dans l'outil, notamment sur le paramétrage. Donc, hop, je reviens administrateur client. Quand j'arrive sur la plupart de mes modules sont paramétrés de la même manière. J'ai une première partie ici qui correspond à la gestion RH, à l'accès du dossier. C'est ici que je vais faire ma gestion quotidienne. Ma partie synthèse où je vais pouvoir avoir des restitutions prédéfinies et des vues sur les écrans. Et la partie administration ici tout en bas où je vais retrouver tous mes référentiels métiers qui me serviront à alimenter pour le module gestion administrative le dossier de carrière de l'agent. Donc, hop, je vais directement accéder ici à la liste des agents et je vais avoir depuis cet écran la possibilité de créer un agent. Pour simplifier la création d'agents, hop, on a créé un processus guidé qui apparaît en 3 étapes. La première étape où je vais renseigner les données personnelles de l'agent, donc la civilité, la situation familiale, l'adresse et les coordonnées bancaires. Toutes les données avec une petite, alors je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais j'ai une petite étoile, par exemple, après nationalité ou numéro de sécurité sociale. Ça veut dire que ce sont des champs à remplir obligatoirement. Donc si le champ n'est pas rempli, je ne pourrai pas enregistrer ma première page d'information. Dès que j'enregistre ma première page d'information, l'agent est créé et immatriculé. Donc, soit parce qu'ici, j'aurais renseigné un identifiant agent, soit je laisse l'outil immatriculer automatiquement l'agent. Une fois que j'ai validé ma première page, je peux passer à mon étape 2, où je renseignerai les données de carrière, avec plutôt ce qui est statut, position, grade et le temps de travail. Et sur la dernière étape, j'enregistrerai l'affectation, le poste de l'agent et la résidence administrative. Donc, j'ai préparé, hop, un petit dossier que je vais pouvoir vous présenter directement.
Donc, quand je rentre dans le dossier de l'agent, je vais avoir ici la liste de menus, donc la liste des informations que je vais gérer dans l'outil. Sur les données personnelles, je vais retrouver la civilité de l'agent avec voilà, la date de naissance, le nom, prénom, le numéro de sécurité sociale. On a une gestion pour le NIR provisoire qui va vous permettre de générer automatiquement le mouvement 80. Et puis, je vais retrouver des données sur le courriel de l'agent, les types de contacts, l'adresse, la situation familiale, les enfants, le conjoint, etc. Toutes nos données dans l'outil vont être historisées. Donc, pour l'adresse, par exemple, ici, je vais renseigner une date de début, une date de fin, ce qui va me permettre, d'une part, de conserver les anciennes données et d'autre part, de pouvoir anticiper ma saisie. Parce que du coup, je vais pouvoir indiquer une adresse, si l'agent me donne l'information qu'il change d'adresse au mois de juin, je vais pouvoir le pré-renseigner et l'outil attendra d'être sur la paye de juin pour pouvoir générer le mouvement automatiquement. On reviendra sur la génération de paye tout à l'heure. Donc voilà, donc ma première partie, je vais retrouver donc mes données personnelles. J'ai la partie également suivi médical ici, donc avec les visites médicales et la possibilité de renseigner la situation de handicap de l'agent, si nécessaire, la personne à prévenir. J'ai ici une partie document agent dans laquelle je vais pouvoir ajouter des pièces jointes. Donc là, plutôt des pièces jointes en lien avec l'agent, comme sa pièce d'identité, sa carte de sécurité sociale. Et j'ai un document carrière ici un peu plus bas, là où on va pouvoir plutôt ajouter les actes, les arrêtés, ou alors tout ce qui sera attestation, plutôt en lien avec la carrière. Ici, mon statut va pouvoir me permettre de renseigner le statut et les types de contrat de l'agent. Ici, j'ai une date de période probatoire qui correspond en fait à la période d'essai, qui est calculée automatiquement en fonction de ce que j'aurais saisi comme période pour un CDD ou de date de début pour un CDI. Je vais retrouver les positions dans lesquelles, ici, j'ai un processus qui s'appelle départ définitif. Si je coche mon départ définitif ici, vous voyez que la date de fin et le motif de fin sont devenus obligatoires. Et quand je vais enregistrer l'information, la date de fin que j'aurai renseignée ici va s'enregistrer sur toutes les fiches datées dans le dossier agent. Donc sur le statut, sur la carrière, sur le temps de travail, etc. Et ça va permettre de clôturer le dossier de l'agent et de transmettre le mouvement 2 nécessaire pour clôturer le dossier côté paye. Ici, je retrouve la carrière pour mon agent. Donc là, je suis sur un agent qui est contractuel. Donc la partie calcul des anciennetés ici n'est pas remplie. Je vous montrerai tout à l'heure sur un dossier d'agent. Je vais juste vous montrer rapidement pour un agent voilà, qui est titulaire. Ici, les calculs d'ancienneté, de catégorie, de corps de grade, d'échelon, tout ça se calcule automatiquement. Hop, je reviens sur mon dossier. Donc ici, je vais retrouver l'affectation de l'agent avec notamment la date d'entrée dans la collectivité et la date d'entrée dans la fonction publique. La partie temps de travail, je laisserai peut-être plutôt ma collègue qui vous présentera la GTA tout à l'heure vous présenter, mais j'y retrouve les modalités de service, la modalité de service notamment et le cycle de l'agent. Ici, je vais retrouver les absences et notamment les absences en lien avec la maladie. Si je reviens sur mon agent de tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir renseigner, par exemple, un congé de maladie. Et quand j'irai dans le détail, l'outil va calculer automatiquement donc, le jour de carence et le traitement de l'agent. Hop. Donc, la partie document carrière, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça va vous permettre d'ajouter des pièces jointes dans le dossier de l'agent. Ici, quand j'arrive dans la partie paye, je vais retrouver toutes les données RH en lien avec la paye pour l'agent. Donc, son relevé d'identité bancaire, ses primes et indemnités, le type de rémunération. On gère aussi pour les clients qui ont déjà des contrats ouverts, là, toute la partie PSC et affiliation à la prévoyance. Donc, vous retrouvez également la gestion de la NBI également dans cette partie. Je vais retrouver aussi, je reviendrai sur la partie paye et bulletin de paye, mais vous allez aussi avoir toute la partie droit à congé qui vous sera présentée tout à l'heure quand on parlera de la GTA. Et vous avez la possibilité aussi de renseigner, si vous le gérez, la partie médaille et la partie sanction. C'est ce que je
je vous disais tout à l'heure, si c'est des choses que vous ne gérez pas du tout, on peut masquer ces menus dans la gestion des rôles, et ce qui fait que vous n'êtes pas pollué sur votre base par des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Ici, je peux ajouter les bulletins de paye de l'agent et j'aurai un affichage type bulletin de paye DGFiP. Dans notre partie paye DGFiP, ici, je vais retrouver les informations donc, du dossier de paye de l'agent. Ici, j'ai la possibilité de saisir un acompte. Et là, j'ai ma partie comparatif qui va permettre à l'outil de pouvoir générer en automatique les mouvements de paye quand on est sur de la paye récente. Donc, en fait, ce qui permet la génération des mouvements, c'est qu'on est sur un outil intégré. C'est-à-dire que quand vous allez transmettre votre paye, la DGFiP vous renvoie des fichiers retour qu'on va intégrer dans l'outil et qui vont permettre à l'outil de comparer les données de gestion, celles que je viens de vous présenter sur le côté, avec les données de paye, donc la situation de l'agent tel qu'il est connu à la DGFiP. Et si j'ai un écart, du coup, l'outil va générer les mouvements en lien avec cet écart. Par exemple, ici, là, comme j'ai créé mon dossier, je viens de créer mon dossier, l'outil me dit que la situation en paye est inconnue et il me suggère une prise en charge. Donc, si je clique ici sur ma prise en charge, il va me générer automatiquement les mouvements nécessaires pour la création de mon dossier. Donc, j'aurai mon mouvement 0, le 1, le 2, le 4, etc. Là, j'ai des mouvements 22, un mouvement 22 parce que je lui ai renseigné une indemnité. Je vais retrouver le mouvement 91-92 et j'ai saisi un enfant qui est à charge, mais pour lequel je ne perçois pas de SFT. Du coup, ici, ce qu'on a fait pour que ce soit plus lisible, on a gardé la codification paye entre parenthèses, mais on a gardé le libellé du code transmis à la DGFiP pour que ce soit plus clair pour vous et plus parlant. Comment est-ce qu'on a procédé? C'est parce que, hop, je vais vous montrer un référentiel sur la situation familiale, par exemple. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est que la première colonne situation familiale, ça, c'est le libellé que vous allez renseigner dans votre dossier agent. Et à chaque libellé, on a fait le lien avec la valeur DGFiP. Donc là, on est sur la codification paye, ce qui permet à l'outil que quand je saisis célibataire dans le dossier de l'agent, il comprend automatiquement dans le mouvement que ce qui est attendu, c'est un C. Hop, je vais me remettre sur mon dossier agent. Hop, dans la partie paye DGFiP. Et donc là, j'ai ma remise de paye qui est disponible, enfin, qui est créée. Et quand je vais dans le détail, vous voyez, ici, je retrouve sur le mouvement mon célibataire avec le C entre parenthèses. Donc là, on est sur une génération individuelle, c'est-à-dire que je suis sur mon dossier agent et je vais pouvoir générer mes mouvements juste pour cet agent. Ici, quand je vais sur mon module paye DGFiP, je vais arriver là, dans ma remise, plutôt sur une gestion collective. Donc ici, je vais avoir toutes les remises qui vont être enregistrées. Là, j'ai un filtre automatique qui me permet d'afficher les remises pour lesquelles la paye n'a pas été clôturée. Et donc, quand je rentre dans le détail de la remise, ici, je vais retrouver les mouvements que j'ai générés pour mon agent tout à l'heure. Si je descends un petit peu plus bas, je vais avoir un bloc qui va me permettre de pouvoir ajouter un mouvement manuel, parce qu'on sait que ça arrive toujours à la DGFiP qu'on ait un mouvement manuel à ajouter. J'ai un bloc modification en masse qui me permet de supprimer tous les mouvements en une fois, ou de les valider ou de les dévalider. Valider, dévalider, c'est quand je vais valider un mouvement ici, je vais indiquer que, OK, le mouvement a été vérifié lors de mon contrôle de paye, il est propre, et donc, du coup, je le fige, ce qui fait que le gestionnaire ne pourra pas le supprimer ou le modifier sans que moi, je lui donne l'autorisation de le faire. Ici, j'ai ma partie génération des mouvements, et donc là, on est sur la génération des mouvements de manière collective. Si, hop, je clique ici sur ma génération, il va me lancer pour tous les mouvements qu'il aura décelés dans l'outil qui sont nécessaires. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les écarts entre la gestion et la paye qui nécessiteraient un mouvement de paye vont être générés en une fois. Si je reviens tout en bas, hop, de ma remise, tac,
Ici, mon bloc exporté me permet de générer le fichier PDF et le fichier geste. Je peux les générer autant de fois que je veux. Donc, c'est-à-dire qu'en cours de... si, par exemple, j'ai ma campagne pour les tickets restaurants, je génère tous mes mouvements de tickets restaurants, je veux les vérifier, je peux éditer le PDF ou le fichier geste et du coup, ensuite, me dire que c'est bon et valider mes mouvements et continuer ma saisie sur la paye en cours. Mon bloc de certification me permet de certifier la remise. Donc, quand je certifie la remise, j'indique que mon fichier geste a été déposé sur la plateforme de la DGFiP et qu'il est transmis en paye. Donc, quand je certifie ma remise, je ne peux plus ajouter de mouvement ou supprimer de mouvement sur la remise en cours. Je peux passer à la remise suivante. Et quand j'arrive en fin de paye, là, je vais clôturer ma paye, ce qui me permet de passer à la paye du mois suivant. Je ne peux pas clôturer la paye sans avoir certifié la remise. D'ailleurs, vous le voyez, on a un petit message et du coup, je peux pas l'activer. Petite chose que je ne vous ai pas précisé, j'ai été directement au pied de l'écran plutôt que de rester en haut. Mais sur tous les écrans, ici, vous allez avoir des filtres qui vont vous permettre par exemple, là, si je me dis, je veux vérifier uniquement mes mouvements d'indemnité, donc je vais sélectionner les 5, les 20 et les 22. Et là, hop, je vais pouvoir faire une recherche et là, il m'affiche 17 mouvements sur les 195 sélectionnés. Et donc, du coup, je peux me dire que voilà, je fais le contrôle de paye uniquement sur ces mouvements-là. Sur la partie paye des GFIP, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une synthèse sur les bulletins de paye. Alors, ça va être compliqué de vous montrer parce qu'on n'a pas d'import de fichier K à notre niveau, mais ici, je peux faire une synthèse sur les bulletins de paie qui me permettent d'avoir tous les coûts, soit pour un agent, soit pour tous les agents directement dans l'outil. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le calendrier des GFIP qui nous est transmis tous les ans, comme vous, et on l'intègre dans l'outil. Ce qui va vous permettre quand vous allez créer une remise de paye, que l'outil sache sur quel mois de paye vous vous trouvez. Voilà, je suis passée un peu vite sur le module gestion RH. Alors, on a des choses aussi, des fonctionnalités disponibles, comme les avancements d'échelon collectif, les avancements de grade aussi de manière collective. Et on a la possibilité de paramétrer également des actes dans l'outil, donc tout ce qui sera contrat, avenant et également arrêté. On peut effectivement faire un paramétrage puisque du coup, ce sont vos modèles. Ici, si vous voulez, hop, je vais revenir sur un agent. Ici, dans la partie statut contrat, par exemple, tac, je vais aller sur l'arrêté. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter un modèle d'arrêté. Donc, moi, j'en ai qu'un seul de paramétrer, mais si vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, du coup, vous aurez un intitulé qui s'appellera, par exemple, certificat de travail ou certificat de fin de contrat, que vous pourrez paramétrer ici, qui se retrouvera dans votre liste. Et donc, vous pourrez le sélectionner. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur imprimer, ça va vous faire la fusion avec avec le dossier de votre agent. Donc là, par exemple, j'ai été sur Agathe the Power, et donc il va bien rechercher les informations que j'ai renseignées sur son modèle. C'est comme une fusion, un public postage. Donc du coup, vous avez la main pour paramétrer les modèles d'actes que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Pour ce qui est de l'édition de l'attestation acédique, en fait, on a également un requêteur qui peut permettre de sortir les informations et d'intégrer le formulaire. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais par exemple, pour l'accident du travail, dans l'outil, on a récupéré le formulaire CERFA, et quand vous remplissez votre attestation, votre déclaration accident de travail en ligne, ça se publie poste directement sur le CERFA pour les accidents de travail. Donc, de la même manière, on pourrait procéder pour les ARE. Ça ne nous a pas encore été demandé à ce stade, mais tant qu'on importe on peut importer les bulletins de paye, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc maintenant, on va passer sur la partie gestion du temps de travail. Donc sur ce module, on a plusieurs possibilités. Donc premièrement, je vais vous montrer la partie planning de l'agent. Donc chaque agent va pouvoir voir son planning et également les administrateurs, où dessus, on va pouvoir voir les différents congés, les différentes absences qui ont déjà été posées, et également en pointillé le télétravail qui a été demandé. Donc
un agent peut directement, depuis son planning, faire ses demandes d'absence. Donc ici, j'ai mes nouvelles demandes d'absence et on voit un menu déroulant avec les différents droits auxquels l'agent peut prétendre. Donc par exemple, je vais aller sur mes congés annuels. On voit le droit que j'ai déjà consommé, le droit restant. Pour autant, je ne peux pas poser ce droit puisque j'ai été bloquée par le report de congé de l'année précédente. Donc, je peux fonctionner en date de début, date de fin, si je veux poser plusieurs jours ou bien si je veux poser des demi-journées. Donc, en ajoutant, on voit qu'il y a le haut de la carte ici qui est surligné, donc, puisque c'est une demande. Donc, sur mon profil, j'ai les pleins pouvoirs pour que ça soit un peu plus facile au niveau de la demande. Donc, je vous montre ici, j'ai la possibilité de valider ou refuser ou annuler l'absence. Évidemment, sur les profils agents, on ne leur laisse pas la possibilité de valider leur propre congé. Donc, si je valide la demande, on peut voir que la demande d'absence a bien été validée et prise en compte. Au niveau du télétravail, c'est une demande qui est distincte, où on peut faire des demandes de télétravail pour la journée complète ou bien de même pour une demi-journée. Ce télétravail, il peut être bloqué par des quotas annuels, hebdomadaires et mensuels. Et donc, ces quotas peuvent être bloquants ou non et peuvent être proratisés en fonction de la quantité de travail de l'agent. Hop, si j'ajoute, pareil, j'ai une nouvelle demande qui peut être validée ou refusée. Nous avons également une possibilité de changement de jour type. Ça peut être donc chacune de ces demandes peut être autorisée pour l'agent, donc que ce soit des demandes de dépôt d'absence, des demandes de télétravail ou des demandes de changement de jour type, mais si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas, ça peut évidemment être masqué. Donc le changement de jour type, il est plus utilisé pour les personnes qui sont à temps partiel et qui travaillent à 80%, ne travaillent pas le mercredi, mais doivent, par exemple, absolument être là un mercredi et donc peuvent faire la demande de changement pour dire que sur cette journée, ils vont travailler, alors que sur une autre, ils ne travailleront pas. Ce planning, du coup, est par année. On peut passer sur les années précédentes, ou bien, alors là, mon agent n'était pas là, il est arrivé en octobre, ou bien faire des filtres en fonction des mois. Nous avons également une gestion de planning par équipe. Donc, c'est un écran qu'on donne surtout aux managers pour qu'ils puissent voir les différentes demandes qui ont été faites et regarder en même temps qu'ils voient le planning, les différentes demandes qu'ils peuvent valider. Donc, valider plusieurs demandes à la fois ou refuser, annuler ces demandes. Si le manager n'a vraiment pas envie de voir le planning, nous avons un autre écran de congé où toutes les demandes sur une période un peu plus large s'affichent. Donc pour revenir un peu plus précisément au niveau du dossier de l'agent sur le fonctionnement, donc l'accord on ajoute différents éléments, notamment l'accord télétravail. C'est grâce à cet accord où on va pouvoir calculer les quotas. Ces quotas sont proratisés, donc je vous disais, peuvent être proratisés en fonction de la quotité, mais également en fonction de la date, d'arrivée et de départ de l'agent, au niveau du quota annuel. Alors je vais passer sur le débit crédit juste après. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du planning de l'agent. Il est possible de faire des ajustements permanents au niveau du planning, donc créer un seul cycle, d'agents qui travaillent à 80 par exemple et directement dans le cycle de l'agent de venir dire, qu'il travaille, pas le mercredi, mais il travaille le vendredi ou autre. Donc c'est assez simple, hein, je change sur mon jour type. Je dis que le lundi, finalement, c'est uniquement une après-midi travaillée. Et donc immédiatement sur le lundi et également sur mon planning, vous pouvez voir que mon lundi est devenu un après-midi travaillé. Nous pouvons également mettre du télétravail fixe. Donc ce que je vous montrais avant, c'est plus du télétravail flottant que l'agent demande et le télétravail fixe se répétera tous les jours jusqu'à la fin du cycle. Les éléments de demande de télétravail et demande de changement de jour type se retrouvent dans le dossier de l'agent pour avoir un historique le plus complet possible. Au niveau des droits à congé, donc c'est un fonctionnement qui se calcule en fonction également de la quantité de travail de l'agent ou bien du nombre de jours travaillés par semaine. Évidemment également en fonction des dates d'arrivée et de départ. Donc là, j'ai mon calculateur sur les différentes années. Je peux recalculer mes droits si je le souhaite et je peux également dire que finalement, mon agent va partir, pour simuler, dire que mon agent va partir le 30 juin 2026 et donc le recalcul va se faire pour dire que finalement, il a le droit à 13 jours au lieu des 27 initialement prévus.
Ça précise également le nombre de jours de fractionnement auquel l'agent a pu ou peut prétendre. Dans l'écran arrêt et absence, donc il y a les absences pour raison de santé que Séverine vous a présentées, mais il y a aussi le récapitulatif de toutes les demandes d'absence qui ont été posées. Ces demandes d'absence, vous pouvez en avoir plus à cet endroit plutôt que sur le planning, puisqu'il y a certaines absences que les établissements se réservent le droit de poser, notamment le droit de, alors j'ai marqué grève, je sais que c'est pas top, mais d'absence de service non fait, pardon, ou bien de jour enfant malade, ça peut être posé directement ici par les gestionnaires. Au niveau du débit crédit, du coup, vu que je suis passée très rapidement dessus, nous avons plusieurs possibilités. Donc, soit l'agent est en déclaratif et doit saisir ses différents horaires. Il peut également être en badgeage, que ce soit en badgeage fixe. Nous avons une interface avec Pirescom qui est en cours et qui était déjà effective sur l'ancienne version, mais également, cela peut être du badgeage virtuel, pardon, où ici, l'agent peut directement ajouter son badgeage qui sera pris en compte. Les états de débit crédit peuvent être visibles, donc que ça soit par synthèse, où justement, mois par mois, on voit ce qu'il en est du total et des jours que l'agent peut poser. Mais également individuel. Donc, l'écran fait un peu peur, mais une fois qu'on l'explique, il est plus clair. Alors, vous pouvez voir directement ici qu'il est censé réaliser 7 heures. Il a fait 6h56. Donc, c'est pour cette raison qu'au cumul débit-crédit, il aura 4 heures de moins. Et à la fin, vous avez le total qui se répercute. Sur le déclaratif, il est possible de faire à la fois du déclaratif auto-validé ou du déclaratif validé par le manager. Et donc, le manager a un écran de synthèse où il peut valider ou non les éléments de pointage qui ont été réalisés. Dernier point, alors il est possible au global de faire pas mal d'actions collectives, donc d'ajouter des congés en masse, des cycles de travail, des accords de télétravail ou de débit crédit. Et nous avons également la possibilité de gérer le compte épargne-temps directement depuis l'application avec des alimentations, des consommations et des ouvertures. Donc, si je vais sur mon profil agent, ici, donc, dans compte épargne-temps alimentation campagne, vu qu'il y a une campagne ouverte, je peux faire la reprise de mon CET. Il y a pas mal de paramètres qui permettent d'éviter la possibilité d'ouvrir un CET si l'ancienneté n'est pas suffisante. Pour autant, il est quand même possible de remplir, d'ouvrir le CET avec le solde de l'ancienne version, de l'ancien établissement. Donc, la demande a été faite et en tant qu'administrateur, ici, je peux aller voir ce qu'il en est de mes campagnes d'ouverture. Donc, en effet, il y a bien la demande. Si je valide, hop, évidemment, ça s'en va puisque la demande n'est plus en attente. Et donc, en tant qu'agent, hop, je peux désormais, vu que ma demande a bien été validée, je peux désormais faire la demande de report de mes congés. Et donc, hop, en faisant, hop, 3. Oula, hop, 3. Et ici, je veux en mettre 4. Et donc ici, on voit le solde que je souhaite et je ne peux pas me faire indemniser les jours puisque dans mon paramétrage, j'ai dit que si le solde du CET était à moins de 15 jours, je ne pouvais pas. Voilà pour la gestion de l'alimentation. Donc les agents sont autonomes sur leur gestion de CET tout en étant tout de même assez cadrés sur ce qu'ils peuvent ou non faire. Et donc là, j'ai ma demande qui s'affiche. Ah oui, pardon, j'ai oublié sur la partie de débit-crédit, il y a des jours de récupération qui peuvent être également cadrés. Donc, il peut y avoir un nombre maximum de jours de récupération. Et donc, les heures qui sont cumulées sont directement transformées en jours que l'agent peut prendre, demi-journée ou journée complète. Alors, je vois une question sur les heures supplémentaires. À ce jour, il n'y a pas le développement qui a été fait. On a commencé à faire le développement sur justement la partie heures supplémentaires, savoir si elles peuvent être indemnisées ou prises
Donc, ça peut avancer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sachant que sur la partie paye, le générateur du mouvement 21 existe. Et le calcul du compte des heures de crédit existe aussi. Donc voilà, ce serait faire le lien avec un formulaire de saisie peut-être sur cette partie-là. Le module GPEC, il permet en fait de créer des postes et d'associer du coup les agents, donc de positionner les agents sur ces postes. Il permet, donc on parlait du temps de travail et de la validation des congés. La validation des congés, elle peut se faire de deux manières. Soit elle se base sur l'organigramme des services, soit elle peut également se baser sur l'organigramme des postes. Ça veut dire qu'on va dire que c'est l'occupant du poste supérieur qui va valider les congés de l'agent. Donc, dans le module GPEC, on a notre liste des postes. À chaque fois, on a donc l'intitulé du poste. On peut choisir du coup d'associer différents différentiels, donc l'état du poste, pourquoi est-ce qu'il a été créé, est-ce qu'il y a la nature de création. Donc tout ça, c'est des référentiels qui sont à votre main, donc qui peut être personnalisé en fonction de l'établissement. Chaque poste peut être créé à partir d'un poste type qui va être une sorte de modèle en fait et qui va permettre de pré-remplir en fait certaines informations qui sont propres peut-être à un type de poste. Et une fois qu'on crée le poste, on va pouvoir se baser sur ce poste type pour récupérer des informations. Un poste type n'est pas obligatoire, on peut créer un poste sans poste type. Si je vais dans le détail de mon poste, donc je vois qu'il peut être versionné. Ça veut dire que si mon poste évolue, je vais pouvoir créer une nouvelle version de ce poste, saisir mes changements et publier en fait ma nouvelle version. Et du coup, l'agent récupérera, on va dire, les caractéristiques de cette nouvelle version. J'ai le détail du poste, donc l'intitulé, est-ce qu'il est rattaché à un poste type ou pas, le service de mon poste, la date de proposition, donc ça c'est si jamais j'ai fait, donc quand j'ai voulu créer le poste, si j'ai voulu faire des changements. Pour la fonction publique territoriale, je peux le rattacher à un métier CNFPT. Après, ça peut être réutilisé pour la fonction publique d'État également, avec d'autres référentiels. J'ai différents données qui peuvent être ajoutées. Donc, est-ce que c'est un poste d'encadrement? Est-ce que c'est un poste sensible? Qui permettent ensuite d'aller requêter sur ces informations-là. À chaque fois, je vois donc le nombre de postes qui sont rattachés dans le service. Est-ce que j'ai des postes qui sont rattachés à ce poste-là ou pas? Si je vais dans les agents affectés, là, je vois l'agent qui est positionné sur le poste. J'ai possibilité de regarder les historiques, donc les agents qui étaient anciennement positionnés sur ce poste-là. À chaque fois, je mets une nature de relation entre l'agent et mon poste. Ça veut dire que je peux définir si l'agent il est titulaire du poste, s'il est suppléant, si peut-être qu'il est co-titulaire, parce que ça peut être un poste qui est réparti entre deux agents. Et à chaque fois, je vois justement le volume d'occupation du poste par l'agent. J'ai deux informations sur le volume. J'ai le volume total du poste, donc combien de temps, est-ce que c'est un poste à 100%, 80%, et j'ai le volume d'occupation de l'agent sur le poste. Donc est-ce que l'agent il est à, par exemple, 50% ou 100% sur son poste. Je peux aller voir les mobilités. Donc l'agent il peut faire des demandes de mobilité, donc de vous dire par exemple qu'il voudrait évoluer vers un autre poste. Je peux rajouter des compétences. Donc on a un référentiel des compétences qui est paramétrable. Et toutes ces compétences peuvent être ajoutées dans le poste et on peut leur donner également un poids. Donc ça veut dire quelle est l'importance de cette compétence pour le poste. Je peux rajouter différents types de documents. Voilà, donc je peux mettre soit des liens vers des pages web ou également donc des documents type PDF, Word qui peuvent être attachés à la fiche de poste. Je peux dire si le poste est lié à un grade ou pas. Donc, est-ce qu'il faut détenir ou viser un certain grade pour occuper le poste? Je peux le rattacher également à un emploi. Donc ça, c'était plus pour la partie pompier, mais on peut, chez la fonction publique d'État, on parle d'habilitation justement, donc une habilitation électrique par exemple. Et après, j'ai d'autres propriétés que je peux rajouter, donc ça qui peuvent être personnalisées par l'établissement. Donc moi là, ça c'est des propriétés que j'ai rajoutées, c'est pas dans le poste, dans le module GPEC de base, mais on peut ajouter un certain nombre d'informations, donc en fonction de vos besoins. Je peux également rajouter des informations LOLF ou CIFAC à un poste, même si ces informations-là, elles peuvent être gérées directement depuis le dossier de l'agent. Je peux aller voir également la hiérarchie. Donc là, je vois par exemple que le poste supérieur de ce poste-là, donc l'adjoint en chef du service RH, c'est bon, poste du chef du service formation, et je vois que tous les postes qui ont le même poste supérieur, et je verrai également si j'ai des postes qui me sont rattachés. J'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de rapports. Donc déjà, j'ai une possibilité de faire de l'adéquation. Ça veut dire que ça, si j'ai bien renseigné mes compétences dans mon poste, je vais pouvoir aller voir si des agents ont des compétences dans leur dossier. Est-ce qu'ils
peuvent être ou pas en adéquation avec un poste en fonction de ce qui est requis pour le poste. J'ai également des possibilités donc du coup de voir des rapports en effet, donc de voir tous les postes occupés par mes agents avec les quotités, tous les agents qui ne sont pas positionnés justement sur un poste, un peu trop dans ma base, toutes les demandes de mobilité qui ont été faites, et j'ai également un organigramme des postes qui peut être aussi disponible dans le libre service, qui permet donc soit d'aller chercher en fonction d'un poste ou en fonction d'un service, de regarder en fait l'organigramme des postes. Dans mon module GPEC, je peux également gérer de manière parallèle les emplois budgétaires. Donc je peux aller créer, on va dire, des emplois budgétaires et ensuite les ajouter dans les dossiers des agents, donc affecter les agents sur ces emplois. Mon module GPEC, il est lié à d'autres modules, donc il peut être lié au module formation. Ça veut dire qu'on peut créer des sessions de formation qui vont valider des compétences. Et une fois que la session est validée et que la compétence est acquise, on va la relier du coup à une compétence du module GPEC et elle peut apparaître dans le dossier de l'agent. Et ça va me servir un peu de transition, on peut le lier également au module entretien. Ça veut dire que les compétences qui sont dans les postes des agents peuvent ensuite être évaluées, donc reprises dans le module entretien et être évaluées. Donc ça, c'est un choix du coup de paramétrage. On peut également générer une fiche de poste. Alors ici, donc ça, souvent, on a une fiche de poste standard et après, on peut également récupérer un modèle de fiche de poste et éditer celui-là. Donc, concernant le module entretien, alors je vais comme vous pouvez le voir, il y a un peu moins d'écran, mais il est très performant. Sur la partie du coup entretien, je vais vous montrer tout d'abord la gestion des campagnes et ensuite on ira dans le paramétrage puisque ce module est complètement paramétrable. Vous pouvez créer le formulaire de votre choix. Donc, il est possible de gérer plusieurs campagnes, donc que ce soit une campagne par an ou bien plusieurs campagnes à la fois si jamais vous avez des formulaires qui sont différents en fonction de votre population. Vous pouvez voir la progression globale de remplissage, mais également, du coup, dans le détail, vous pouvez le voir agent par agent en regardant donc soit l'état global, soit au niveau du processus que vous allez créer, l'étape à laquelle l'agent est. Donc, vous pouvez faire plusieurs filtres pour justement voir ceux qui sont encore à l'étape préparation, ou qui ne l'ont même pas commencé, donc pour leur crier dessus très gentiment. Mais du coup, ça vous permet également de sortir tous ces états sur Excel, pour pouvoir suivre plus précisément. Au niveau du coup du formulaire lui-même, donc si je vais ici, donc là je suis en vision préparation de l'agent, avec un récapitulatif du processus, les informations d'identification de l'agent. Si vous avez le module GPEC et que l'agent est sur un poste, vous pourrez voir sur quel poste il occupe et depuis quand. Et ensuite, tout le reste, c'est du paramétrage 100% à votre main. Donc, vous pouvez écrire les intitulés de votre choix, mettre des petits infobules, écrire avec des blocs textes ou bien avec des listes déroulantes. Certains champs ici ont été bloqués à la saisie, par choix également, puisque je considère que pendant la préparation de l'agent ne peut pas estimer son résultat d'atteinte à ses objectifs ni la justification du résultat. Ces entretiens, du coup, peuvent être signés, enregistrés en brouillon ou envoyés à la personne suivante. Et donc, si je me place rapidement en vue manager, ici, du coup, effectivement, les écrans qui étaient bloqués peuvent désormais, les champs qui étaient bloqués peuvent désormais être remplis. Donc, au niveau du paramétrage, les formulaires, du coup, sont paramétrables, comme je vous le disais. Je suis allée dans celui que je n'ai pas paramétré, avec les écrans. Alors, je vais vous mettre en parallèle le formulaire pour que ça soit un peu plus compréhensible. Ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, point marquant de l'année se retrouve ici. Au niveau des différentes structures par la suite, atteinte des objectifs, hop, c'est celle qui est ici. Et au sein d'atteinte des objectifs, j'ai les différents champs que je vais pouvoir paramétrer, donc sous forme de tableau, en disant que mon objectif 1, c'est sur la ligne 1, colonne 1, donc il apparaîtra ici, alors que description de l'objectif, il apparaîtra par la suite. Et donc, tout ça, c'est paramétrable. Chaque champ peut être utilisé plusieurs fois ou dupliqué, ce qui fait gagner tout de même un peu de temps. Au niveau du processus, de même,
il est à votre main, donc vous pouvez réaliser autant d'étapes que vous le souhaitez et vous choisissez qui répond au moment de cet entretien. Donc soit l'agent concerné, soit l'occupant du poste supérieur, le N+2. Il est également possible de faire en fonction d'une requête si jamais vos réponses sont un peu, alors ne sont pas en fonction de la GPEC ni de la formation. On peut réfléchir à une requête ensemble. Il est possible également d'envoyer des mails automatiques en fonction du passage d'une étape à une autre pour prévenir aux répondants de répondre les éléments. Très rapidement sur la partie champ réservé, ce que je vous disais, c'est que pour chaque formulaire et chaque étape, on peut dire si l'agent voit le champ ou non, s'il peut le lire, s'il peut le modifier, ou si c'est un champ obligatoire. Les champs obligatoires sont pas mal utilisés pour s'assurer tout de même d'avoir certaines réponses au niveau de l'entretien au global. Il est possible de faire des actions collectives au niveau des campagnes. Donc, quand je vais ici tout en bas, modification en masse, il est possible de passer tous les répondants, donc en cochant ici, à l'étape suivante, ou bien de revenir à l'étape précédente. On connaît les répondants des entretiens, on sait qu'un clic peut très vite partir, donc vous pouvez revenir au précédent. Il est également possible de changer de répondant individuellement. Donc soit ça peut se faire de manière automatique si jamais vous avez un manager qui part et qu'il est remplacé par un autre, mais si jamais vous pouvez changer ici. Ou bien vous pouvez réaliser des délégations qui peuvent ou non signer et valider l'entretien. Il est également possible d'envoyer des notifications personnalisées. Je pense notamment à une notification de relance. Une fois que vous avez fait votre filtre sur les agents qui n'ont pas répondu, vous pouvez leur envoyer une notification. Les entretiens sont exportables en PDF, donc soit individuellement, soit en masse, et peuvent être également ajoutés à l'historique des entretiens dans le livret individuel de l'agent. Il y a plusieurs écrans qui sont disponibles. C'est souvent des répliques, mais qui sont un peu plus, comment dire, avec moins d'accessibilité, moins de possibilités, pardon, notamment celle-ci qu'on donne aux managers pour qu'ils ne puissent pas créer de campagne, mais pour autant qu'ils puissent voir les agents qui sont dans leur périmètre. Et où là, ils n'ont pas d'action de masse, ils peuvent uniquement répondre aux différents entretiens. Nous avons plusieurs synthèses possibles, notamment voir l'avancement de ma campagne dans le temps, donc soit jour par jour, on peut modifier le nombre de jours parce que les tableaux deviennent du coup vite longs, mais également par service pour voir qui sont les meilleurs élèves. Et on a également des écrans d'export de toute cette campagne. Alors là, j'ai très peu de données dans mes entretiens, donc ça va pas être forcément parlant et ça va être un très gros tableau, mais du coup, ça vous permet sur toutes les enveloppes, donc toutes les étapes, ou bien uniquement sur l'étape finale, d'exporter les éléments qui ont été remplis pour derrière faire du retravail de données. J'ai pas parlé de la partie compétences parce qu'elle n'est pas paramétrée sur ma base, mais au niveau du processus de l'entretien, on peut dire si cette partie évalue les compétences de l'agent ou non. Et si elle évalue les compétences, on peut choisir si ce sont les compétences uniquement liées au poste ou bien toutes les compétences qui sont présentes dans la base. Je pense que j'ai fait le tour. Et une demande de savoir si tu peux remontrer le formulaire d'entretien une fois qu'il est rempli. Alors, ils sont très peu remplis sur ma base. Ouais, non, je pense pas que j'en ai. On va quelques choses rapidement et puis Ouais. faire un export PDF peut-être pour. Allez. Hop. Hop. Donc, je signe, je passe au suivant. Alors, très rapidement, vu que c'est, très succinctement, on va dire, mais hop, voici l'export PDF. Donc ici, on a le logo CGAP, mais ce serait le logo de l'établissement. Et donc là, on voit les éléments qui ont été renseignés. Hop. La couleur, pareil, c'est en fonction de la couleur de votre base qui peut être modifiée. Et à chaque étape, du coup, s'il y a une signature manuscrite, elle s'affichera.
Donc, le module formation, il est très complet parce qu'à la base, le socle technique de Virtualia V5, c'est un outil qui s'appelle Jeff et qui est utilisé pour suivre la formation chez les SDIS, donc pour les sapeurs-pompiers. Le concept, c'est que du coup, on peut créer une bibliothèque des stages. Hop, voilà, donc avec un certain nombre de stages et donner du coup pré-remplir des informations dessus. Donc si je vais dans le détail, je vais voir par exemple le nombre de places minimum et maximum, la durée, le lieu, le public concerné. Je vais pouvoir dire si c'est un stage qui valide des modules. Ça veut dire que par exemple, je pourrais suivre mes stages pour valider mes habilitations. Je pense notamment à une habilitation électrique, on pourrait valider et du coup donner l'habilitation à un agent. Je peux mettre des prérequis, donc ça peut être des prérequis d'âge, ça peut être également des prérequis justement de modules qui auront été suivis au préalable, prérequis de grade. Je peux également mettre des prérequis si par exemple j'ai fait une campagne avant de recensement des besoins de formation et que ces besoins ont été validés ou non. Donc je peux dire que seuls les agents qui ont eu leurs besoins de formation validés peuvent ensuite postuler à des formations. Je vais créer un emploi du temps. Je vais prendre peut-être quelque chose où l'emploi du temps il a été créé. Voilà, où je vais pouvoir dire par exemple, en fonction du nombre d'heures, enfin du nombre de jours de la formation, je vais pouvoir mettre un emploi du temps avec le jour 1, le jour 2, le jour 3 et quand ensuite je vais vous montrer, je vais créer mes sessions, mon emploi du temps, il va s'adapter aux dates, que j'ai mis dans ma session. Je peux ajouter tout ce qui concerne donc équipement, donc par équipement, on pense par exemple à des salles, mais ça peut être également des vidéoprojecteurs, hein. Si, j'ai besoin de suivre les coûts d'hébergement-restauration ou d'autres coûts, je peux également suivre mes coûts via des imputations budgétaires. Je peux ajouter d'autres propriétés de formation, donc par exemple des modalités de facturation. Je peux ajouter mes stages, ça je vous montrerai après, dans un catalogue. Donc du coup, ça veut dire qu'une fois que je vais publier mes sessions, elles pourront être rangées dans un catalogue consultable en ligne ou exportable via PDF, où je vais avoir rangé dans des chapitres et sous-chapitres mes formations et les dates. Je peux ajouter des pièces jointes et justement, bah, on parlait tout à l'heure, je vais pouvoir dire si ce stage est soumis à l'envoi de questionnaires qualité. Donc questionnaire qualité que je peux paramétrer un peu sur le même principe que le module entretien. C'est-à-dire qu'en gros, je vais créer mon questionnaire avec mes chapitres, mes questions, mes potentielles réponses. Et je vais pouvoir ensuite ajouter ce questionnaire et dire est-ce qu'il doit s'envoyer en automatique? Si oui, du coup, combien de jours après le début ou avant le début, après la fin, voilà, de la formation et combien de temps, les gens ont au maximum pour répondre et est-ce que je dois les relancer ou pas? Les questionnaires, je peux les déclencher automatiquement, donc si c'est automatique, ils vont se déclencher selon ce qui a été paramétré ici, ou je peux déclencher également, les envois de mails manuellement. Donc ça, c'est mon modèle de stage, je vais pouvoir créer ensuite en fonction de ces modèles-là, je vais pouvoir créer des sessions, donc les sessions sont datées. Donc là, si je fais ajouter, je vois que j'ai toute ma bibliothèque de stage qui est disponible et si je clique, sur un stage, hop. OK. Automatiquement, il va se pré-remplir avec les informations que j'ai déjà saisies dans mon modèle. Donc là, je vais aller voir plutôt mes sessions. Donc ici, j'ai tous les états. Donc là, je vais aller voir mes sessions dont l'inscription est en cours. Voilà, donc si je regarde, en ce moment, j'ai 4 sessions euh, inscription en cours, justement une habitation électrique module initial, j'ai du Lexel intermédiaire, du Outlook. Mes agents, s'ils le souhaitent, ils peuvent, donc via leur libre service, postuler aux sessions à partir du moment où ils respectent les prérequis. Et du coup, là, ma candidature, elle a été déposée, elle est en attente. Les candidatures des agents, elles passent par des niveaux de validation. Donc ça, c'est à l'établissement de choisir combien de niveaux de validation il y aura. On peut aller jusqu'à 7 niveaux. En général, on va surtout sur 2 niveaux, donc une validation intermédiaire par l'encadrant et ensuite une validation finale par le service formation ou le service RH. Voilà. Toutes mes candidatures, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'elles peuvent être validées. Donc, il y a des écrans qui sont ouverts spécialement aux managers pour voir toutes les demandes des agents de leur périmètre qui sont à valider. Ils peuvent donner, du coup, un avis de niveau 1 enfin, un avis de niveau 1 favorable ou défavorable sur la candidature de l'agent. Donc dans mes sessions, ça reprend exactement ce qu'il y avait dans mon modèle de stage. J'ai la possibilité du coup d'ajouter des candidats stagiaires, de les accepter ou pas. Donc là, je vois que ça, c'est la candidature que je viens de déposer et du coup qui est en attente. Et je peux choisir du coup de l'accepter, de la rejeter ou de passer mon agent en rattrapage. Ça veut dire qu'il ne va pas compter vraiment dans les effectifs de la formation parce que peut-être qu'il va venir que pour une période. J'ai la possibilité de convoquer mes agents
avec l'application. Donc tous les agents qui ont été acceptés ici, je peux leur envoyer un mail, du coup selon un modèle que j'ai paramétré dans l'application. Je peux aller choisir si je veux de mettre des forfaits aux agents. Donc par exemple, si mes agents doivent être hébergés ou si le repas du midi est prévu, en fait, je peux aller choisir voilà, d'appliquer un forfait et de dire du coup, est-ce qu'ils vont déjeuner le midi, est-ce qu'ils doivent être hébergés, est-ce que je dois prévoir des logements ou pas. Une fois la formation terminée, j'aurai la possibilité de saisir les présences. Donc là, je suis sur une session en cours, donc forcément, j'aurai pas. Mais si je suis sur une session terminée, voilà, je vais pouvoir dire, est-ce que mon agent, il était là ou pas? Si tout le monde est là, voilà, c'est validé. Je vais pouvoir aussi éditer ou envoyer par mail les attestations de stage. Donc si je les envoie par mail, du coup, ça va arriver à l'agent. Si jamais, donc j'ai là également la possibilité, donc par rapport à des écrans de plan de formation, de saisir des besoins collectifs. Donc ça veut dire définir de combien d'agents je vais avoir besoin de former sur une période, ou alors de faire des recueils de besoins individuels. Donc ça veut dire que c'est mes agents qui vont se positionner sur des stages et dire voilà, dans cette période-là, je voudrais effectuer tel ou tel stage. Donc si je vais sur le dossier d'un de mes agents, hop, que je vais dans son libre service et que je vais dans souhait de formation. Donc je vois déjà les demandes de formation qu'il a effectuées pour 2027 et il peut également ajouter d'autres demandes de formation. Hop. Hein, qui, comme les sessions, en fait, vont passer par un processus de validation où mon supérieur hiérarchique pourra donner un avis favorable ou défavorable et la demande pourra être validée ou non au dernier niveau. Ça, c'est les besoins individuels. J'ai également une possibilité de faire des besoins collectifs, donc c'est-à-dire qu'on va faire du recueil de besoins par service. Et en fait, on va avoir toute notre bibliothèque de stage et on va pouvoir dire, bah voilà, ce service-là, il nécessite X agents formés sur tel ou tel stage. Une fois que j'ai fait mes sessions, que j'ai positionné mes agents dessus, je peux également aller voir, regarder les coûts de mes sessions. Donc ça veut dire que dans tous les coûts que j'ai renseignés, par exemple mes imputations budgétaires ou mes autres coûts, bah, en fait, une fois que j'ai fait mes sessions, toutes ces informations-là, elles vont être récupérées et on va pouvoir les consulter, par exemple, le bilan financier et voir en fait combien du coup m'ont coûté bah, voilà, d'organiser toutes ces sessions, hop, en fonction des imputations budgétaires ou pas. Donc là, je vais avoir les sessions organisées, les coûts engagés, les coûts réels, c'est pas très bien rempli, et la répartition. Est-ce que j'ai tout mis? J'ai la possibilité également du coup de créer des sessions en masse. Donc ça veut dire qu'en fonction, par exemple, ça peut être fait soit en fonction de mon plan de formation collectif, où je vais pouvoir, si j'ai arbitré un certain nombre de sessions, je vais pouvoir les créer en masse, ou même hors besoin collectif, je vais pouvoir créer X sessions d'un coup, et ensuite pouvoir aller déterminer les dates. Le module formation, donc ce que je vous disais, c'est qu'il me permet en fait de suivre également des habilitations. Donc ça veut dire que et du coup les recyclages de ces habilitations. Ça veut dire que j'ai certains stages, hop, ici, donc initial, qui vont me permettre de valider des modules et la validation de ces modules va permettre d'obtenir l'habilitation. Ces modules, ils peuvent être soumis à recyclage. Ça veut dire que je vais pouvoir dire que pour maintenir l'habilitation, il va falloir effectuer un module de recyclage tous les X années, par exemple tous les 2 ans. Et grâce à l'outil, je vais pouvoir, on va dire, suivre et voir qui doit effectuer son recyclage et quand. Voilà, on est arrivé à la fin de la présentation des différents modules qu'on souhaitait vous présenter. Et justement, voilà, très bien, on a des questions. Est-ce que celui-ci est monier ou non financier? Ah oui, alors la question, en fait, en fonction des établissements, on a plusieurs interfaces qui existent. Parce qu'effectivement, souvent, il nous est demandé à partir des résultats des calculs de paye qui nous sont envoyés par la DGFiP, de refaire une ventilation budgétaire pour les envoyer à un autre outil donc financier. Donc souvent, là aujourd'hui, on a des interfaces qui sont établies avec l'outil PEP de Inetum, avec l'outil CIFAC, qui je crois est un SAP en fait derrière. Et on a la possibilité en fait, de créer un peu des interfaces sur mesure là-dessus, dans la limite où, comme toujours, dès qu'on parle d'automatisme, il faut qu'en amont, on ait vu ensemble quelles étaient vos règles de ventilation
et quel est le format attendu par l'outil tiers en termes de formatage de fichiers. Par exemple, pour PEP et CIFAC, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des fichiers CSV qui sont générés. Ah oui, pour CIFAC, on a des développements qui a été réalisé, notamment pour refaire de la ventilation, sur lequel on a encore des sujets, parce que la spécificité de cet outil-là par rapport à PEP, c'est qu'il nous demande en plus parfois pour reprendre une partie, par exemple sur une prime qui est versée à un agent, on va avoir une partie qui va être imputée sur un compte et une autre partie qui va être imputée sur un autre compte. Et dans ce cas-là, il faut qu'on aille rechercher les charges patronales qui sont associées avec cette prime pour refaire la partition de ces charges patronales sur les différents comptes. Donc il y a encore des ajustements qui sont en cours sur l'interface avec CIPAC. Mais si vous n'avez pas cette complexité-là, oui, elle existe en tant que telle. Le module de saisie de paye. Alors, je vais le mettre sur le module paye, mais en fait, on n'est pas sur un outil où on est sur de la saisie de paye en direct. Donc là, en fait, je suis sur le module paye où je suis plutôt sur une gestion collective de la paye. Ici, je vais avoir accès à ma remise, à ma ou mes remises, parce qu'effectivement, je pourrais avoir une remise d'acompte également. Et je vais pouvoir accéder aux détails des mouvements qui vont être générés. La plupart des mouvements sont générés en automatique, même si on laisse la possibilité, ici, de pouvoir ajouter un ou plusieurs mouvements manuels si besoin. Mais l'outil est paramétré pour pouvoir justement générer les mouvements directement depuis une saisie de gestion dans le dossier de l'agent. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelque chose Est-ce de que tu peux te mettre en petit vue voir sur carte le... pour que les établissements puissent voir comment on peut modifier? Là, il y a une question sur le module de saisie directe. Donc, l'idée de Virtualia n'est pas de faire de la saisie directe dans les cartes. L'objectif, c'est vraiment de partir de la GRH pour saisir pour générer des mouvements de paye. Mais du coup, vu qu'il est On possible est d'en sur un ajouter module manuellement. intégré. Après, tu peux montrer quand même l'écran pour faire de la saisie de carte Alors manuelle. oui, on peut... Alors, je vais me mettre ici en vue carte. Donc ça, c'est les mouvements que j'ai déjà générés. Quand je passe en vue carte, en fait, ça me permet de pouvoir modifier directement un mouvement. Donc là, par exemple, je pourrais changer l'état civil de mon agent. Ou si je me suis trompée sur sa date de naissance, modifier sa date de naissance ici directement. Si j'ajoute tout en bas un mouvement, je vais ajouter un mouvement 20 par exemple pour mon agent Bob Marley. Si mon agent a plusieurs dossiers de paye, les dossiers de paye s'affichent directement ici. Enfin, j'aurai plusieurs dossiers de paye qui s'afficheront. Et là, je vais cliquer sur ajouter. Donc, quand je clique sur ajouter, un filtre qui s'opère et qui me permet de tomber directement sur le mouvement que je vais pouvoir ajouter manuellement. Donc ici, je vais choisir sur le mois courant. Mon indemnité, et ben, on va lui mettre des vacations, code sens normal, mode de calcul, récalculé, nombre d'unités. Je vais plutôt mettre un montant ici. Je peux ajouter un commentaire si j'ai besoin d'ajouter un commentaire directement sur mon mouvement. Et ici, je vais pouvoir enregistrer. Quand je vais me remettre en vue tableau, ici, je vais pouvoir faire un filtre sur mon agent. Et je vais retrouver le mouvement que j'ai créé pour mon agent directement manuellement. Je pense qu'on a une autre question. Ça, là, c'est pour quel type de mouvement nous passer par le module? Donc, ça veut dire quels sont les mouvements pour lesquels il n'y a pas de générateur? On va dire. Tu peux aller voir l'écran des générateurs, s'il te Pour plaît. l'instant, alors, tac, ici. Pour l'instant, on a C'est dans les Non, c'est c'est des dans types les de types de mouvements. mouvements. Pour l'instant, le seul générateur qui n'est pas activé, c'est celui on en a parlé tout à l'heure, c'est celui du mouvement 21 pour les heures supplémentaires. Donc le générateur existe, mais le processus dans l'outil n'est pas encore disponible, il est en cours. Et celui qu'on n'a pas activé, c'est le 19 qui n'est plus utilisé puisqu'il servait de base à pouvoir modifier le libellé d'un grade quand le code NNE n'était pas modifié lui-même. Et donc sinon, on a tous les mouvements qui vont être disponibles.
Également, sur le mouvement 5, par exemple, on génère le rappel en automatique par mouvement 20 quand c'est nécessaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fonctionne avec des dates d'effet dans la partie gestion du dossier de l'agent, ce qui fait que je peux indiquer pour une indemnité payée par mouvement 5 une date au 1er janvier. L'outil m'installera un mouvement 20 pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 mars, et ensuite le mouvement 5 pour la paye d'avril. Également la proratisation. Oui, on a inclus aussi ici dans le référentiel des primes et indemnités. Donc, on a un paramétrage, je vais prendre par exemple l'IFSE. Pour chaque prime et indemnité, on va indiquer donc le libellé de la prime, celui que vous voulez voir apparaître dans le dossier de gestion de l'agent. Le code de l'indemnité, ici, on est dans le référentiel DGFiP. Donc, en fait, on fait le lien avec toujours la codification paye. Ici, je vais indiquer sur quel mouvement est payée l'indemnité. Et donc là, par mouvement 22, j'indique mon mode de calcul et ensuite, je vais indiquer est-ce que je dois saisir une quantité, un quoto ou un montant. Donc là, étant donné que pour le mouvement 22 d'IFSE, ce qui est attendu, c'est un montant, là, je vais paramétrer que le montant est obligatoire et que je n'ai pas à saisir de quantité, que je n'ai pas à saisir de quoto. Ce qui fait que l'agent, le gestionnaire, pardon, quand il va saisir dans le dossier de l'agent un IFSE, l'écran va s'adapter automatiquement en fonction de ce que j'aurais paramétré ici pour me renseigner, pour que je puisse renseigner un montant. Ici, je vais pouvoir cocher lié à la quotité. Si je coche ici mon lié à la quotité, ça va permettre que l'outil puisse proratiser le montant que j'aurais renseigné en gestion par rapport soit à une modalité de service où l'agent passera à 80%, par exemple, et également pour tout ce qui sera la maladie. Donc, c'est-à-dire la période à 90%, puis la période à 50%. L'outil va générer automatiquement le montant prioratisé à la date d'effet de la maladie ou de montant partiel. Alors, les types de cartes, elles sont livrées, hein, le paramétrage des cartes sont livrés en standard. Ce qui va être paramétré ensemble, c'est plutôt les recodifications de vos référentiels par rapport aux codifications des GFIP. Je m'explique, c'est-à-dire que la position de votre agent, qu'il soit en position d'activité ou en position de suspension ou mise à disposition ou autre, elle n'est pas livrée en standard parce que d'un établissement à l'autre, on va avoir des libellés qui peuvent être adaptés. Donc, par exemple, il pourrait y avoir une position active ou une position en activité ou une position en service. Enfin, voilà. Le libellé, quelque part, est libre. Par contre, à partir du moment où vous créez cette nouvelle position, vous devez rattacher derrière la codification des GFIP qui va bien, donc 01, 90, etc., en fonction de la situation. Dans l'outil, on met à disposition ici les listes de valeurs. Donc, en fait, les listes de valeurs, c'est tous les référentiels de codification des GFIP qui vont nous permettre à chaque fois de faire le lien avec le référentiel. Sur les types de mouvements, c'est pareil. Du coup, comme c'est une structuration qui nous est demandée par la DGFIP, aujourd'hui, on le livre en standard. Ça n'empêche qu'effectivement, aujourd'hui, on a des écrans qui pourraient permettre de le modifier, mais à ma connaissance, on n'a pas fait une modification spécifique pour un client sur les types de mouvements. Non. Non, les styles de mouvement, de toute façon, ils sont. Alors, on a une structuration un petit peu spéciale pour les établissements de l'enseignement supérieur, notamment sur le mouvement 1 et 2, parce que du coup, font apparaître tout ce qui est plafond d'emploi et autorisation d'emploi et tout ce qui va être code convention ou code share. Voilà, donc ça, c'est une adaptation qu'on a apportée, mais qui est disponible, du coup, c'est un paramétrage qui est activé uniquement pour les établissements de l'enseignement supérieur qui ont cette gestion-là. Donc oui, vous avez bien compris, hein, on saisit un nouvel agent dans GRH, donc souvent avec le processus guidé, vous allez lui saisir son affectation, son grade, etc., sa quantité de temps, s'il est à temps plein, temps partiel. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin, si vous générez les mouvements, il va vous générer les 20 mouvements de prise en charge qui sont nécessaires pour qu'ils soient pris en charge côté DGFIP. Et du coup, pour compléter par rapport à ce que je viens de répondre, parce que je suis pas sûre de mon côté d'avoir compris la question, toutes les informations qui permettent la modification du dossier de l'agent sont à saisir en GRH et une fois que les données sont saisies, donc tout au long de sa carrière, il suffit de générer les mouvements pour que ces mouvements puissent être envoyés à la DGFiP. Je complète aussi parce qu'il y a également la possibilité d'importer en masse des primes indemnités dans les dossiers des agents. Donc, je pense par exemple aux tickets restaurants, du coup, voilà, qui peuvent être du coup importés en masse. Et ensuite, dans la génération collective des mouvements, il suffit en fait d'aller générer collectivement toutes les indemnités, donc de mouvement 20 par exemple, donc qui avaient été importées a posteriori dans les dossiers. Et quand on parle de générer les mouvements, c'est les faire apparaître dans le fichier geste. À partir du moment où vous ne générez pas les mouvements, peu importe ce que vous saisissez, ça n'apparaîtra pas.
Et quand vous générez, ils apparaissent dans le geste. Et par la suite, vous pouvez avoir une surcouche qui n'est pas obligatoire, mais de validation de mouvement pour dire justement qu'il y a un contrôle complémentaire qui est fait par d'autres personnes que celles qui les ont générés. Ça va dépendre de votre organisation interne. Si vous avez des gestionnaires qui, elles, vont plutôt créer les mouvements et si vous avez un service contrôle de paye ou un responsable du contrôle de paye, dans ces cas-là, voilà, les gestionnaires vont créer les mouvements et la personne qui contrôle la paye, elle, va les valider soit au fil de l'eau, soit directement, soit en masse. Bon, mais les étapes génériques. Donc, sachant que c'est ce qu'on vous disait, je ne sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure, mais du fait qu'on ait des dates d'effet partout dans le dossier de l'agent, même au niveau de l'adresse, par exemple, ça vous permet de pouvoir anticiper vos saisies et que vos mouvements ne soient créés que sur le mois de paye concerné par la modification. Donc, normalement, alors pour ceux qui sont utilisateurs de WinPay ou WinPay Plus RH, ce qui change fondamentalement dans la philosophie multi-virtualia par rapport au WinPay Plus, c'est que vous n'avez pas besoin de valider les mouvements pour que la saisie RH soit entérinée. Donc, mon agent change de grade et en fait, on va envoyer l'information en temps voulu à la DGFiP, mais votre saisie de changement de grade, elle est déjà prise en compte côté gestion administrative, donc on peut déjà avoir des impacts sur ces calculs d'absence, etc. Normalement, donc, les saisies manuelles de mouvement, oui, c'est vraiment à la marge, hein. C'est des cas particuliers qui n'auraient pas été générés pour une raison X ou Y, ou des cas de régularisation qu'on a sur certaines mises en œuvre, parce qu'au niveau de la reprise de données, on met parfois à jour au propre des données et on se rend compte que le mouvement n'avait jamais été envoyé à la DGFiP. Alors, c'est le cas par exemple pour les congés de maladie. Alors, non, les congés de maladie, on génère bien le mouvement 2 avec la REM 09, pardon, pour les personnels liés à l'indice. Sur la partie personnel rémunéré au forfait, le développement est en cours pour que ce soit pris en compte pour les mouvements de la classe 40. Donc, ça arrive normalement dans la prochaine montée de version. Euh, alors justement, ça nous intéresse. J'avais Les gestionnaires de paie peuvent contrôler et modifier s'il y a une erreur. Alors, ça va dépendre des droits que vous allez des droits que vous allez donner à vos gestionnaires. On est assez souple au niveau de la création des profils. Donc, si chez vous, vos gestionnaires font la génération des mouvements, le contrôle de paye et la génération du geste, vous pouvez leur donner les droits pour le faire. S'ils ne font que de la création de mouvements, dans ces cas-là, vous leur donnez que des droits en création et la partie validation des validations des mouvements sera sur le profil d'une autre personne. j'en profite pour lancer un petit sondage, parce que Madame Véronique demandait à être recontactée. Voilà, si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour une présentation plus approfondie ou plus détaillée ou plus personnalisée par rapport à votre situation, euh, on recense ces éléments ici et on ne manquera pas. Après, n'hésitez pas aussi à nous recontacter, hein, le cas échéant, vous avez nos coordonnées, ou celle d'Olivier. Donc effectivement, si on a un agent qui a un grade référencé, on va se baser sur celui-ci pour son indice, mais on peut aussi avoir dans la partie paye Ici, paye. la possibilité de dire que le type de rémunération, voilà, et si tu fais modifier. Alors ici, oui, alors je suis sur un type de rémunération qui est à l'indice, mais si je modifie, hop, ici, et que je passe sur un type de rémunération forfaitaire, voilà, donc mon écran va s'adapter et ce qui sera attendu, c'est que je renseigne un montant forfaitaire ici, éventuellement la partie SFT si besoin. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir renseigner un montant, hop, de 29 et l'enregistrer. Et ici, on sera sur un agent qui sera rémunéré avec un mouvement de la classe 40. Donc là aussi, le rappel se fait automatiquement, c'est-à-dire que là, a priori, j'ai mon agent qui arrive en cours de mois, donc c'est un mouvement 40 qui va se générer avec le montant proratisé. Et le mois prochain, c'est le mouvement 45 qui se générera avec la totalité de mes montants. Et donc, pour la gestion de la maladie, on est en cours de développement pour que justement on puisse générer des mouvements 40 ou 41 ou 42 de rappel de traitement pour récupérer les 10% de rémunération pour un agent qui aura été malade. Alors, il y a certains établissements qui décident de diviser leur rémunération forfaitaire en fonction justement du SFT ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé la possibilité, même si c'est pas la majorité des établissements, d'un point de vue technique, c'est possible puisque c'est présent dans les différents mouvements 40 de la DGFiP.
Et donc, pour les agents qui sont payés à l'indice, la partie proratisation des éléments, c'est envoyé par mouvement 2. Et donc, la DGFiP La proratise DG. directement. Pour les... Quand on fait le paramétrage de cette règle de savoir si on est à l'acte en rémunération forfaitaire ou en indice, je crois qu'on peut activer ou désactiver au niveau du paramétrage les classes qu'on veut rendre obligatoires ou disponibles en saisie. Donc, par exemple, on pourrait avoir des indiciers sans SFT, c'est ça? Ou avec SFT? Non, alors le découpage sur le montant de l'indemnité de résidence sur les SFT, c'est pour au forfait. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aussi? C'est notamment, il me semble que pour les personnes en congé de formation, il y a un détail qui est obligé de s'opérer sur les mouvements 40. Et donc, du coup, voilà, on a découpé l'affichage. Pour les personnes rémunérées à l'indice, je vais juste renseigner mon indice directement dans l'écran. Il ne faut pas oublier que certains mouvements de la classe 40 permettent aussi de faire des rappels. Et par moment, ils sont utilisés pour faire du rappel de traitement et dont du rappel sur le SFT également. Donc là, effectivement, dans mon exemple, je l'ai saisi comme ça, mais c'est plutôt pour le rappel. Et du coup, on pourrait avoir des agents en forfait, rentrer les enfants, mais pas avoir de droit SFT sur ces enfants. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur cet agent-là, parce que du coup, on a la possibilité de transmettre l'information que l'agent a des enfants à la DGFiP sans pour autant qu'il réponde à un droit au SFT. Oui, c'est bien ça. Vous allez pouvoir, pour les agents rémunérés au forfait, hop, ici par exemple, j'ai renseigné mon enfant, un enfant pour mon agent, mais quand je vais dans le détail, ici, j'ai renseigné qu'il n'y avait pas de droit au SFT pour cet agent. Et du coup, j'ai pas le code 1 dans le mouvement 2 pour le droit au SFT qui se déclenche, et j'ai pas de 9C qui se déclenche. Mais par contre, j'ai bien mon mouvement 9G qui permet de donner l'information à la DGFiP de l'enfant. Donc ici, quand je vais dans la liste des mouvements, à la fin, j'ai mon mouvement 9G qui me donne l'information sur les enfants, mais je n'ai pas de 9C. Et sur mon mouvement 2, sur mon droit au SFT, voilà, j'ai pas de droit au SFT. Alors, c'est vrai que je suis passée un peu vite sur la partie GA. Hop. Donc, il est possible comment dire, de paramétrer des requêtes de rappel qu'on peut mettre à disposition des gestionnaires directement sur leur espace libre-service. Mais également, on a des écrans qu'on a créés, des écrans de synthèse qui vous permettent de faire le suivi de vos agents. Si je prends par exemple la partie statut ici, là, je vais pouvoir avoir la liste de tous mes agents et de leur statut. Je vais pouvoir faire des recherches en disant ce qui m'intéresse de suivre aujourd'hui, c'est uniquement mes contractuels. Hop, donc du coup, déjà, ça va me réduire la liste et je vais pouvoir faire des filtres également sur la date de début ou la date de fin pour pouvoir vérifier où j'en suis et faire mon suivi de cette manière. Ces listes, elles sont disponibles et elles sont exportables sur Excel, donc je peux les générer sur Excel, sachant que je peux également directement depuis ici modifier ou dupliquer une ligne pour pouvoir, par exemple, renouveler mon agent, je peux le faire directement depuis cet écran. Donc là, en fait, je suis vraiment sur des écrans de suivi collectif qui me permettent d'éditer, je vais réussir à finir cette phrase, excusez-moi, qui vont me permettre d'éditer des listes de suivi ou simplement pour avoir des informations. Et donc, par exemple, là, sur la partie GRH, j'ai toute la partie suivi sur la partie administration, sur les affectations, même sur la partie civilité. Et ça va être également le cas dans la paye des GFIP, par exemple, où je vais pouvoir ressortir la liste de tous les agents avec tous leurs dossiers de paye, où on parlait de régime de rémunération tout à l'heure. Si je vais sur cet écran-là, hop, je récupère mes rémunérations au forfait. Là, je vais retrouver tous les agents qui ont une rémunération forfaitaire avec la date de début, la date de fin. Donc, ça peut me permettre d'avoir rapidement accès aux informations de manière synthétique. Oui. Un module absence maladie avec le suivi des droits selon l'ancienneté, rémunération 90-50%. Alors oui, ça c'est directement dans le dossier de l'agent, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on va saisir un arrêt maladie pour un agent, quand je vais sur un agent et que
Dans mes absences, ici, je vais faire un petit recalcul du traitement pour être sûr que ce soit pris en compte. Et quand je vais aller dans le détail de mon agent, voilà, je vais avoir le calcul de mon droit à 90% qui s'est qui s'est mis à jour. Et donc, voilà. Donc, sur le droit à maladie, ce que fait l'outil, c'est que journée d'absence par journée d'absence, il va m'indiquer quelle est la période d'année glissante, puisque là, je suis sur un fonctionnaire. Donc, quelle est la période d'année glissante, combien de jours à 90% ont été consommés sur cette période d'année glissante, combien de jours à 50% ont été consommés. Et ensuite, il m'indique s'il décompte le jour, donc là, mon 3 mars 2026, par exemple, s'il le décompte dans de la maladie à 90% ou de la maladie à 50% à demi-traitement. Ce qui fait que je vais avoir le jour exact de passage à demi-traitement qui s'affichera dans mon détail et ce qui permettra que l'outil génère le mouvement 2 de demi-traitement au jour J. Et également, je vais avoir la génération de mon mouvement 67 pour le jour de carence et pareil pour ma maladie à 90%. Le paramétrage initial, du coup, il est fait en atelier conjointement. Et tout autre paramétrage aussi du projet. Donc évidemment, on peut vous aider dans le cadre de la maintenance, mais il reste à votre main pour que vous puissiez faire, dès que vous le souhaitez, des modifications, notamment quand vous êtes en période de paye ou en période avancée au niveau de peu importe le sujet, vous pourrez modifier les éléments. Sachant qu'on fait des ateliers de paramétrage pendant toute la phase projet pour vous montrer tous les référentiels et tous les paramétrages qui sont à faire et à mettre à jour éventuellement au fil de l'eau. Merci à tous. Bonne journée et bon Merci. appétit. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.